Alors tout de suite, je vous propose une table ronde, comme je le disais, sur le financement, les nouveaux modèles de financement, en particulier pour les catastrophes naturelles. Et je vais appeler mes intervenants s'ils veulent bien me rejoindre sur scène. Donc bienvenue à tous les quatre. Bachir Badou, vous êtes directeur général de la société d'assurance marocaine CAT Assurance et Réassurance. Et puis vous êtes aussi vice-président délégué de la FMA, la Fédération marocaine de l'assurance. Vous allez un peu nous parler de comment ça se passe au Maroc et on verra que ce n'est pas en fait tout à fait comme chez nous. À vos côtés, Marie-Élise Laurin. Marie-Élise, tu es vice-présidente de l'AMRAE. Et à cette table ronde, tu vas représenter les entreprises et les collectivités territoriales. À tes côtés, Florence Loup. Florence, vous êtes en charge des risques IARD et membre du COMEX de Diou-Siassi. Et enfin, Édouard Elfon, vous êtes directeur général de la CCR, la Caisse centrale de réassurance. Alors, je définis en un mot, vous êtes le réassureur public qui va couvrir principalement les catnats en France grâce à la garantie de l'État. Et on va voir justement que ça peut être compliqué. J'aimerais qu'on commence par un petit état des lieux. Et cet état des lieux, justement, Édouard, peut-être que vous pouvez nous le dresser. Les catnats aujourd'hui, ça représente quoi? Et j'ai comme l'impression que ça progresse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Alors, pour donner quelques chiffres, mais pas trop ce matin. D'abord, des catnats, il y en a partout dans le monde. Les chiffres qui sortent, c'est à peu près 300 milliards de dollars par an, dont un gros tiers ou un peu plus qui est couvert par l'assurance. Et en France, ça représente alors quelques milliards d'euros par an. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle nous les catnats ou les catastrophes naturelles dites réglementaires qui sont dans le périmètre de CCR et qui sont dans le périmètre de CCR parce qu'il y a un problème d'assurabilité, parce qu'il y a une carence de marché. Donc comme ce sont des périls non assurables, eh bien, il y a une intervention publique dont vous parliez. Et là, en moyenne, c'est 2 milliards d'euros par an. Ça peut être plus, ça a été près de 4 milliards d'euros en 2022. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus s'il y a un risque de pointe. C'est tout le problème des risques inassurables. S'ils sont dans le régime, c'est précisément parce que les assureurs ne peuvent pas gérer le sujet seuls. Alors ces périls sont connus, c'est inondations, tremblements de terre, retrait, gonflement des argiles, mais il convient de noter qu'en France, il y a d'autres catastrophes naturelles que les assureurs et réassureurs privés connaissent bien, le fameux TGN du contrat d'assureur classique, tempête, grêle, neige, et là, selon les années, vous pouvez avoir également un montant important. Donc par exemple, sur une année comme 2022, où il y a eu quelques chiffres, hein, mais où il y a eu beaucoup d'événements, on a eu à la fois beaucoup de sécheresse, 3,5 milliards en 2022, mais on a eu quand même, en dehors du régime, pas loin de 6 milliards de grêle. Donc c'était 10 de catastrophes, dont 4 au titre de régime, et puis l'année suivante, en 2023, c'était 4 dont 2. Dernier chiffre dans le cadre de ce régime, c'est que sur 8 années, et ça se confirmera probablement dans les comptes 2024 que nous n'avons pas encore sortis, mais en gros, CCR a perdu de l'argent, donc le régime a perdu de l'argent, en réalité, 7 années sur 8, principalement, pas seulement, mais à cause de la sécheresse géotechnique, donc le fameux retrait-gonflement des argiles qui perturbe en réalité tous les équilibres. Et donc là, soyons clairs, c'est pour ça qu'on a demandé l'augmentation de la surprime, qui est certainement un sujet dont nous parlerons plus tard. C'est ce que j'allais dire, on va y revenir. Florence, en tant que courtier, dites-nous un peu ce que ça représente pour les entreprises, parce que notamment les RGA, c'est quand même beaucoup de particuliers. De ces catastrophes, on voit des images tout le temps. J'ai envie de dire, ça fait la une. Les inondations, il y a beaucoup de pavillons particuliers. Madame X qui pleure, mais les entreprises sont par définition touchées aussi. Alors, qu'est-ce que ça représente? Comment ça les affecte? Définitivement, la prise de conscience est là aujourd'hui et les entreprises sont en mouvement, résolument en mouvement, avec 3 impératifs: comprendre, prévenir et adapter.
Le premier étage de la fusée, la base, c'est vraiment la compréhension des risques. Et beaucoup d'entreprises se sont lancées dans une analyse de leurs risques, une cartographie des risques géologiques, une cartographie des risques climatiques. Alors on parle de quoi? On parle d'analyse quantitative des risques, le fameux CAT Analytics dont on parle le plus. L'objectif, et c'est ce pourquoi nous accompagnons nos clients, c'est de poser leur site, regarder un petit peu leurs expositions aux différents périls, stresser ces expositions d'aujourd'hui en fonction de ce qu'elles pourraient devenir demain, notamment en fonction des différents scénarios du GIEC. Ce n'est pas qu'une analyse des risques physiques, mais c'est aussi une analyse des risques de transition et aussi une analyse des opportunités de transition. Donc là, on va plutôt travailler au travers de différents entretiens de manière à définir sur les différents aspects, la réputation, le légal, etc., tout ce qui peut perturber dans un sens ou dans l'autre l'avenir de l'entreprise. Et à partir de ça, on fait encore plein d'autres choses. On peut parler de CAT modeling, de modélisation stochastique. L'objectif derrière, c'est d'avoir des scénarios de l'aide à la décision pour les entreprises, de priorisation également de leurs efforts de prévention, et ça va leur être utile vis-à-vis de leur management pour financer les CAPEX, mais ça nous sera aussi utile dans le travail qu'on va faire avec les assureurs pour les convaincre de continuer à assurer les entreprises, et ça, je crois qu'aussi on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais rebondir juste sur un mot, Florence, vous avez employé le mot stochastique. Alors, j'avoue que c'est un mot que je connais depuis peu de temps, donc je me dis que peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde. Concrètement, on est en train de passer d'un raisonnement statistique à un raisonnement par scénario, c'est ça que ça veut dire, et qu'est-ce que ça change en fait ? Je pense qu'il faut rester simple ce matin. L'objectif, c'est de pouvoir évidemment sortir de cette analyse où on regardait derrière nous et puis en fonction de la statistique historique, on essayait de planifier ce qui allait se poser demain. Et il faut réinventer les modèles. Et c'est vrai que nos modèles, ils sont plutôt bâtis en regardant derrière qu'en regardant devant. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir mettre davantage de données et davantage de variables. On ne connaît pas l'avenir. Ce qu'il faut faire, c'est des scénarios. Et donc, on va rajouter différentes sources de data. Ça peut être des data en open source, ça peut être également toutes les choses qui se développent aujourd'hui auprès d'un certain nombre d'entreprises, de grandes institutions. Et en mettant tout ça et en travaillant sur différentes bases, ça va nous donner une vision plus riche et plus mouvante pour utiliser ces data au service de la bonne prise de décision pour les entreprises. Merci pour la précision. Marie-Lé, je me tourne vers toi pour un petit peu l'angle collectivité territoriale. On a vu les conséquences sur les particuliers, les entreprises. Les collectivités territoriales sont évidemment touchées. Comment est-ce qu'elles le vivent? Et on verra après comment est-ce qu'elles y font face, mais comment est-ce que ça se passe concrètement aujourd'hui? Alors, les collectivités territoriales ont effectivement beaucoup de défis majeurs par rapport à l'assurance. Le premier, c'est de trouver un assureur. Donc, comme vous le savez, elles passent par les marchés publics avec des appels d'offres. Et parfois, elles n'ont pas de réponse à leurs appels d'offres. Donc, c'est très perturbant parce que quand on s'aperçoit qu'on n'a plus d'assurance au 1er janvier de l'année suivante, on doit forcément être dans l'urgence et trouver des solutions. Et cette inassurabilité, en fait, est exacerbée par le fait qu'il y a peu d'acteurs qui restent sur le marché des collectivités parce qu'il est, par définition, peu attractif. Quand elles trouvent un assureur ou une proposition d'assurance à leur appel d'offres, souvent les tarifs sont faramineux, les garanties sont réduites, des énormes franchises. Donc là aussi, c'est des coûts qui n'étaient peut-être pas budgétés, donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a 1500 environ collectivités en 2024 qui n'ont pas trouvé d'assureur. Donc c'est quand même assez important. Donc il faut trouver d'autres réponses que l'assurance aux collectivités. Alors les collectivités les plus impactées sont les plus grosses collectivités, celles qui passent par appel d'offres, celles de plus de 5000 habitants, parce qu'elles ont plus de risques. Et puis, bien sûr, toutes les collectivités qui sont dans des zones géographiques sinistrées, notamment outre-mer. Voilà. Alors, j'y reviendrai dans quelques instants avec Alain Chrétien, le maire de Vesoul, qui nous racontera sa situation et puis les travaux qu'il a pu effectuer. Mais juste un point... Quand Florence disait qu'on pouvait regarder où les entreprises s'installer, déplacer une usine éventuellement, faire quelque chose, une collectivité, elle ne se déplacera pas, par définition. Donc si elle est dans une zone inondable, il faut qu'elle ferme. C'est quoi la solution? Je pensais qu'on en parlerait tout à l'heure, mais il y a plusieurs solutions qui s'offrent à elles. Donc, il y a, déjà, elles peuvent se regrouper entre collectivités pour mutualiser les risques. Elles peuvent aussi mutualiser les risques par des partenariats publics-privés.
Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'assurance CatNat, enfin la surprime CatNat, on peut bénéficier du régime CatNat que quand on a réussi à avoir une prime dommage. Donc, quand on est face à cette impossibilité d'avoir une assurance dommage, il faut trouver d'autres solutions. Donc, il y a ces fameux partenariats publics-privés qui montent dans plusieurs collectivités, et pas que en France, dans le monde entier. À New York, par exemple, il y a eu un fonds privé qui a été mis en place pour les ouragans, par exemple. À Rotterdam, des digues mobiles ont été mises en place pour le risque inondation par des partenariats publics-privés. Donc ça, c'est une solution. Mettre les partenariats publics-privés au service de la prévention. Parfois aussi au service de la résolution du sinistre aussi. Donc ça, c'est vraiment un gros point. J'essaie de... Oui, c'est essentiellement la réponse. Alors, il y a aussi la possibilité d'auto-assurance. Ouais, on y reviendra, c'est comme les entreprises. Comme les entreprises, oui, voilà. Bachir, le Maroc a été touché par d'importantes catastrophes naturelles aussi. Alors peut-être témoignez-nous, racontez-nous ce qui s'est passé. Je pense évidemment au séisme de septembre 2023, mais il n'y a pas que ça. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je suis très heureux d'avoir la chance en France de parler un peu de mon pays, le Maroc, et ce qu'on fait face aux catastrophes naturelles. Effectivement, nous sommes dans une zone, alors nous ne sommes pas dans une zone extrêmement touchée par les catastrophes naturelles, mais quand même. Alors, disons, le passé relativement récent, 1961, tremblement de terre d'Agadir, c'est une ville qui a disparu. C'est vraiment, le tremblement de terre d'Agadir est une date importante. Ça a été terrible, à quelque chose malheur et bon, parce que le code de la construction a changé. Il a imposé des constructions avec des normes parasismiques. On est fortement exposé, je dirais, aux phénomènes pluviométriques intenses, mais il pleut moins. Mais quand il pleut beaucoup. Et donc les inondations, c'est un vrai sujet. Et enfin, pour le monde agricole, la sécheresse devient de plus en plus forte. Le Maroc est un pays agricole, vous le savez. Quand vous allez dans les marchés en France, vous avez beaucoup de produits qui viennent du Maroc, tomates, framboises. Les gens s'étonnent quand je leur dis que le Maroc est le 3e exportateur mondial de fromage, de framboises. Pas de fromage, bien sûr, de framboises, les olives. Et donc, cette sécheresse crée vraiment une pression très, très forte sur les campagnes. Et donc, pour cela, on y reviendra. Le Maroc a mis en place 2 dispositifs. Un dispositif contre les événements catastrophiques de type tremblement de terre, inondation, tsunami. 1750, ça revient à il y a très longtemps, mais il y a eu un gros tsunami sur le Maroc en 1750, au moment du tremblement de terre de Lisbonne. Et donc, nous avons vécu un événement dernièrement, effectivement, en septembre 2023, à Marrakech. Alors, au Maroc, on l'appelle l'événement de l'Haouz. L'Haouz, c'est une région à côté de Marrakech, qui est une région montagneuse, où vivent des gens, parfois de manière un peu précaire, dans les montagnes, avec des habitats construits de manière, je dirais, assez artisanale. Et fort heureusement, l'épicentre n'était pas sur la ville de Marrakech, il était à l'extérieur. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. 3500 morts, beaucoup d'habitats qui ont été, je dirais, endommagés. Marrakech, j'y étais le jour du tremblement de terre, beaucoup de maisons qui ont craquelé. Et on était content de voir que le dispositif qui a été mis au Maroc pour justement apporter un filet de sécurité contre ce type d'événement a marché. Donc on a 2 types de couverture. On a une couverture pour les personnes qui sont assurées. Donc c'est une assurance obligatoire par inclusion automatique dans tous les contrats de dommages et les contrats de responsabilité. Et on a pour les non-assurés un fonds qui est le Fonds de solidarité des événements catastrophiques. Alors sur la partie assurantielle, l'impact n'a pas été très très fort, c'est à peu près 55 millions d'euros d'indemnisation sur la partie assurantielle, puisque les assurés se trouvent surtout à Marrakech, dans les villes, mais par contre sur les non-assurés, l'impact a été très très fort. Donc dès le départ, une aide d'urgence de l'État qui a tourné autour de 2 milliards d'euros pour venir en aide, pour aider les gens à reconstruire leurs bâtiments. Et puis ça a été aussi l'occasion de lancer un très grand plan de 10 milliards d'euros sur 5 ans,
pour reconstruire la région, reconstruire les infrastructures et aider cette région à sortir un peu de ce côté un peu précaire. Alors cette région, c'est la carte postale du Maroc. C'est la carte postale que vous connaissez des montagnes enneigées avec des chaumières et des gîtes en montagne. Et donc voilà, c'était un événement malheureux. À côté de ça, si vous voulez, on y reviendra. Nous avons le dispositif de couverture agricole qui est assez intéressant, mais si vous voulez, on y reviendra. Peut-être, alors à titre de comparaison, comment ça marche en France? Tu nous as parlé un peu des collectivités, Marie-Élise, mais comment ça marche aujourd'hui? Je ne sais plus qui a évoqué la surprime et l'augmentation. Explique-nous où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France? En France, on a quand même la chance de bénéficier du régime des CatNat, qui est porté par la CCR. Donc c'est un régime qui est fondé sur la solidarité nationale. Donc toute entreprise ou toute collectivité qui a une prime, qui paye une prime dommage, paye aussi une surprime CatNat et qui permet qu'elle reverse à son assureur. Voilà. Alors, le problème, c'est que pour les entreprises comme pour les collectivités, c'est qu'on a vécu cette année, au 1er janvier 2025, une augmentation de la surprime de 12% à 20%. Elle n'avait pas été augmentée depuis 25 ans, c'est vrai, mais d'un seul coup, se prendre de 12% à 20%, c'est quand même très important. Qui nous dit demain que la CCR ne sera pas encore en déficit et qu'il faudra augmenter encore cette surprime et jusqu'où on va aller. Voilà. Donc c'est ça qui inquiète un petit peu nos adhérents aujourd'hui. Je vais donner tout de suite la réponse. Alors, ça va s'arrêter où, Édouard? C'est ça la question. Je ne sais pas, ça dépend du climat. Voilà, c'est ça. Donc la première chose qui est rassurante, c'est que d'abord, heureusement qu'on a eu cette augmentation par une décision d'un ministre des Finances fin 2023, effectivement avec une application en 2025, puisque nous étions en train d'arriver vers des réserves zéro ou à peu près, et que si CCR ne peut pas jouer son rôle de réassureur, certes public, mais qui est un rôle de réassureur normal, c'est-à-dire d'amortisseur, d'absorbeur, on aurait quand même commencé à avoir un problème. Alors, pour rappeler quand même là aussi, malheureusement, quelques chiffres, vous avez rappelé comment ça fonctionne. En fait, on a un tarif global, une prime ou une surprime. J'aime pas trop le mot taxe parce que c'est vraiment une prime, c'est plus d'ailleurs une sous-prime par rapport à un péril qu'une surprime en réalité. Mais les chiffres montrent que grâce à l'extension obligatoire de garantie d'une part, au nombre de périls qui sont inclus et qui ne sont pas tous corrélés heureusement, et puis au fait que c'est les entreprises, les particuliers, etc., on a quand même des prix qui sont bas à très bas. Alors le différentiel est important, puisque effectivement on est passé de 12 à 20% à la fois pour l'habitation, la MRH, et pour les professionnels, pour la MRP. Mais je rappelle que pour les particuliers, ça fait à peu près 40 € par an, 3,5 € par mois. L'augmentation a été de 1,5 € par mois, donc je ne fais pas la comparaison avec le paquet de cigarettes ou éventuellement d'autres choses, la baguette par exemple, parce que ça ne se passe jamais bien ces comparaisons, et puis on a un temps d'inflation qui est quand même très compliqué pour les Français. On vient juste d'en sortir et on comprend qu'un euro est un euro. Mais quand on regarde, quand on compare ces chiffres pour les particuliers notamment par rapport à d'autres dépenses, c'est quand même très très faible par rapport à la protection que ça offre. C'est-à-dire c'est le rapport protection-coût qui est excellent, et encore une fois, parce qu'on mutualise massivement, parce que c'est obligatoire, etc. Alors il est vrai que pour les entreprises, je rappelle aussi qu'aujourd'hui, avant de parler des entreprises, j'ai dit que c'était 2 milliards par an, 2 milliards d'euros par an de dommages à climat 2020. Ça a démarré 1 milliard, 1,5 milliard. Aujourd'hui, quand on ajoute la sécheresse, les inondations, les cyclones, tremblements de terre, à peu près 2 milliards d'euros. Évidemment que ça ne s'arrête pas là. Et que nous, nos prévisions, c'est au moins 3 milliards d'euros, 3 milliards d'euros, peut-être plus, en 2050, en fonction du scénario du GIEC qui se réalisera. Puisqu'aujourd'hui, on est plutôt sur le SSP 4,5. Si c'est le 8,5, ça sera beaucoup plus, ça sera plutôt 4 milliards. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une augmentation qui est suffisante pour un certain nombre d'années, 4, 5, 6, 7, 8, j'en sais rien. En revanche, il est clair que pour éviter le problème que vous avez évoqué, qui est de changer tous les 25 ans, il vaut mieux regarder tous les 3-5 ans et se dire il faut augmenter encore un petit peu plus, pas beaucoup mais un petit peu plus. C'est d'ailleurs précisément l'article 1 de la proposition de loi de Christine Lavarde au Sénat, et on soutient chez CCR très fortement cette solution. Après, dernière chose, pour les entreprises, oui, ça augmente également. On est conscient que le tarif commence à devenir un petit peu élevé
à cause de la sécheresse notamment, qui déséquilibre le système, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, nous en sommes conscients. Notre recommandation a toujours été de faire attention au gouvernement, d'équilibrer entre les entreprises et les particuliers. Mais quand on regarde les chiffres, ce que coûte la surprime CatNat aussi pour les entreprises, quand on fait le 12 puis le 20% de cette partie dommage, on arrive à des 0,06 pour 1000, des 0,1 pour 1000 par rapport aux biens assurés, à la valeur des biens assurés. Donc, il faut raison garder. Il y a des sujets, notamment dans la répartition de l'effort, et nous en sommes conscients. Pour tous ceux qui se rappellent du rapport Langreney, il avait proposé des variations dans les augmentations selon les catégories d'assurés. Mais faisons attention, le message que je répéterai ce matin, c'est attention à ne pas tuer quelque chose qui marche. Juste un point, est-ce que l'augmentation est la seule solution? Parce que Bachir disait que chez lui c'était obligatoire, est-ce qu'on pourrait aussi jouer sur l'assiette, hein? Élise, Marie-Élise, oui. Ouais, enfin. Donc nous, on a fait des propositions à l'AMRAE par rapport au rapport Langreney. On pense que l'augmentation, il n'y a pas la seule solution possible. Notamment, on propose un système d'incitation un peu comme le bonus-malus en entreprise pour récompenser les entreprises ou les collectivités qui font des efforts en matière de prévention. Donc ce n'est pas facile à mettre en place techniquement, mais il faudrait qu'on ait un indice qui permette de noter la prévention, les efforts de prévention mis en place par les entreprises ou les collectivités. Et en fonction de cet indice, on pourrait moduler la prime. Ça serait une première proposition. On a d'autres choses qu'on a proposées aussi dans ce cadre-là. C'est un peu plus de solidarité dans ce régime. Parce qu'aujourd'hui, donc les assureurs qui collectent la surprime, ne reversent pas tous cette surprime à la CCR. Certains assureurs pro, notamment, ont un risque 4 qui est bon, et ils décident de garder la surprime pour eux et de ne pas se réassurer à la CCR. Donc ils perdent la garantie limitée de l'État dans ce cadre-là, mais ils font ce choix parce que c'est bon pour eux. Voilà. Et donc forcément, ce qui devait être au départ un dispositif de solidarité nationale l'est moins, puisque la CCR collecte moins. Et ça pose un problème de souveraineté aussi, parce que ces réassureurs-là, forcément, se réassurent auprès du marché international, alors que si tous ces réassureurs devaient obligatoirement reverser la surprime à la CCR aurait plus de fonds, aurait moins besoin d'augmenter ses tarifs, et peut-être pourrait avoir une réponse un peu plus... on aurait une réponse de solidarité nationale aux catastrophes naturelles. Vous buvez du petit lait là, Édouard, en fait. C'est l'AMRAE qui fait votre pub ou j'ai pas compris? Oui, mais il faut faire attention à la pub qui est faite, puisque il ne faut pas toucher à quelque chose qui marche. En fait, il y a un fondement du régime CatNat qui a été validé par le Conseil d'État en son temps, par la Commission européenne, par la Cour de justice à Luxembourg. Et qu'est-ce que ça dit, cette validation de notre fameuse aide d'État compatible? Vous vous souvenez à l'époque quand notre système avait été attaqué par un réassureur privé français que je ne nommerai pas. Honnêtement, une des caractéristiques fondamentales du régime CatNat qui fait qu'il a été considéré comme compatible, point de vue des aides d'État, de la concurrence, c'est qu'on est en concurrence dans un marché ouvert. Et donc, on n'est pas un monopole, et donc que l'accès à CCR est facultatif. C'est-à-dire que vous êtes obligé, quand vous avez un contrat, évidemment, en dommage, il faut avoir le contrat dommage, vous êtes obligé de prélever, évidemment, la surprime, d'avoir l'extension de garantie, mais vous n'êtes pas obligé de faire appel à CCR. Alors, évidemment qu'on souhaite que CCR ait le maximum de clients possible, et qu'on souhaite maximiser au maximum comme n'importe quel assureur ou réassureur. En revanche, qu'il y ait de temps en temps des entrées et des sorties et que le régime ne soit pas obligatoire, c'est un fondement absolu du régime. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre le régime CatNat français et le régime espagnol qui est fondé sur d'autres principes, qui lui est monopolistique. Et là, au lieu d'avoir un système en tranche horizontale dans lequel chacun participe, chacun a des risques, a des coûts, mais des avantages. Donc il y a du skin in the game, comme disent les anglo-saxons. Chacun partage ses avantages et ses inconvénients. Le système espagnol, il est vertical. Les périls type TGN, ils vont d'un côté, c'est les assureurs, et les périls type CatNat, avec la légère différence qu'ils ont les feux de forêt, pas le RGA, mais à part ça, tout va bien. Eux, ils font en vertical et c'est un monopole. Et donc sur ce deuxième sujet,
on aimerait bien, évidemment qu'on a toujours envie d'être souverain et d'en faire plus. Mais en fait, ça constituerait une erreur magistrale qui mettrait en danger le régime vis-à-vis des autorités européennes. Pour cette deuxième partie, sur la prévention, je ne vais pas développer maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais évidemment que je partage totalement sur le fond. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prévention, à la fois en termes de financement public, fonds Barnier, etc. Et le fait qu'aujourd'hui en France, en termes de financement de la prévention individuelle, on a un vrai sujet dont il faut qu'on reparle. Florence, quels sont les autres modes de financement possibles en dehors de la CCR ? Peut-être juste pour revenir, le passage de 12 à 20, ça a été l'occasion aussi pour nous de refaire de la pédagogie auprès de nos clients sur comment fonctionnait le système. Avec effectivement à ce moment-là peut-être une frustration au-delà de l'augmentation sur la non-reconnaissance des efforts individuels qui étaient faits. Et ça, c'est un vrai sujet, en particulier pour les entreprises qui investissent énormément sur cette prévention, mais qui ne sont pas non plus toutes puissantes et qui dépendent aussi des efforts qui vont être faits par les collectivités qui les entourent. L'autre frustration, c'est aussi probablement le fléchage vers le fonds Barnier. On attend, je crois, encore déjà de savoir, avec l'augmentation de la surprime, normalement, le fonds Barnier va avoir des ressources complémentaires pour mener ce travail de prévention. Là, on est sur la prévention, l'adaptation. Exactement. À quelle hauteur? Et ça nous paraît important. Et le troisième point, c'est de rappeler à nos clients qui souscrivent à d'autres systèmes, des assureurs qui ne se réassurent pas auprès de la CCR, des assureurs qui mettent en place leur captive, quelles sont les conséquences, en particulier sur la garantie de l'État, par exemple. Après, effectivement, face à des risques croissants, il faut aussi trouver d'autres solutions. Et notre job, c'est vraiment de jongler entre ces différentes solutions qu'on peut citer, entre des rétentions un petit peu optimisées, l'intervention de véhicules captifs, on interviendra dessus tout à l'heure, le recours évidemment au marché classique des assureurs et des réassureurs, de plus en plus ce qu'on appelle des réassureurs excess cat, c'est-à-dire des gens dont le métier c'est d'assurer la volatilité, ce risque que les marchés traditionnels aiment un petit peu moins. On peut aller aussi vers ce qu'on appelle chez nous un peu les assureurs au pied des pistes, c'est-à-dire pour certains risques dans certains pays, on a des acteurs locaux qui vont avoir une vision plus précise et peut-être plus d'appétit sur ces sujets-là. Et puis on voit maintenant aussi se développer de l'assurance paramétrique, soit en mode indemnitaire, soit en mode des assurances paramétriques, et enfin des ILS, plutôt des solutions financières qui permettent donc d'avoir accès à d'autres capitaux qui là vont pouvoir fonctionner soit sur une base paramétrique, soit sur une base indemnitaire. Bachir, je crois que tout à l'heure, vous avez déjà rapidement évoqué les partenariats publics-privés. C'est ça l'un des moyens développés au Maroc. Alors racontez-nous concrètement. Je pense, après, c'est une question de taille d'économie et de puissance financière. Le Maroc n'est pas la France. La France est un pays extrêmement riche qui a un vrai historique et une vraie histoire dans la gestion de ce type de programme. Mais dans mon pays, une compagnie d'assurance toute seule ne pourrait nullement prendre ce risque et aller chercher une couverture en réassurance. Et donc les réassureurs veulent parler avec un marché sur une solution structurée et centralisée nécessairement. Donc chez nous, d'abord, il y a une centralisation de la gestion du pool CatNat, puis on va vers le marché international de la réassurance, et ce n'est pas open bar. On a des limitations, donc des limitations par péril, des limitations par bien assuré, et puis même une limitation par l'événement lui-même, et une limitation par année d'assurance. C'est comme ça qu'on achète notre couverture, donc on y va à petits pas, et doucement mais sûrement, parce que les assureurs au départ n'aiment pas couvrir ce type de risque, et donc le partenariat public-privé est essentiel. Donc l'État doit venir en aide, l'État doit quelque part d'abord rendre obligatoire ses couvertures, mais doit, pour une certaine catégorie de population et pour une certaine catégorie d'opérateurs, d'apporter un soutien. Donc le premier soutien, on en parlait tout à l'heure, pour le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, c'est une taxe parafiscale. Donc là, on va aller assurer des gens qui n'ont pas les moyens de s'assurer, qui n'ont même pas une assurance de base. Leur propre maison n'est pas assurée. Alors comment assurer cette maison face à un tremblement de terre, face à des inondations? Donc c'est un fonds. Ce fonds est alimenté par une taxe parafiscale, et ce fonds lui-même peut aller se financer autrement. Et c'est la beauté des mécaniques assurantielle. Le Fonds de solidarité avait acheté une couverture justement paramétrique contre les tremblements de terre 2 ans avant la survenance du tremblement de terre de la région de Marrakech. Dès la survenance du tremblement de terre, il y avait un trigger qui était fixé, et comme on était sur un tremblement de terre de plus de 7 degrés sur l'échelle de Richter, on dépassait le trigger, et c'est quand même 300 millions d'euros
qui sont rentrés en quelques jours après le tremblement de terre sans faire d'estimation ni d'évaluation des dégâts. Donc il y a des modes de financement qui sont des modes alternatifs, il faut savoir les actionner. Il y a aussi des programmes avec de la coopération internationale qui peuvent permettre à nos pays d'avoir accès à ce genre de financement. Si on prend la couverture contre les risques climatiques agricoles, aujourd'hui le monde agricole au Maroc dispose de 2 programmes. Le premier programme est une couverture pour la partie céréales, donc sur un certain nombre de périls, sécheresse, excès d'eau, excès de vent, les vents de sable, et enfin la grêle. Donc, contre ces périls, il existe un programme. Ce programme est abondé par l'État. C'est-à-dire, plus je suis un agriculteur riche, plus je paye ma prime d'assurance tout seul, moins. Et en fait, la richesse est calculée par rapport à la surface assurée. Plus ma surface assurée est petite, plus l'État paye une partie de la prime jusqu'à pratiquement 100% de la prime. C'est un excellent amortisseur des chocs. Ça fait 6 années consécutives que le Maroc vit une période de sécheresse. Surtout sur une certaine région du Maroc. 6 ans consécutifs de sécheresse. Sur les 6 dernières années, ce sont pratiquement 450 millions d'euros qui ont été distribués aux agriculteurs. Le schéma ne peut pas tenir longtemps dans le temps parce qu'il y a quand même de la réassurance derrière, il y a de l'assurance, on ne peut pas vendre à perte et continuer à financer. Donc le renouvellement en 2025 s'est fait en excluant certains territoires qui sont jugés inassurables. Alors sur les territoires qui ont été jugés inassurables, l'agriculteur continue à être couvert, mais ce sont des fonds publics qui vont être versés au moment d'un sinistre à l'opérateur qui gère la couverture multirisque climatique pour qu'il puisse indemniser les gens qui vivent dans ces régions. Donc les financements, on réinvente rien. C'est des financements par paiement de primes d'assurance, c'est soit les pouvoirs publics viennent en soutien et créent des fonds d'indemnisation, mais c'est sûr qu'au fil des années, on peut arriver à de l'inassurable, c'est-à-dire même l'État ne pourrait pas indéfiniment, tous les ans, mettre la main à la poche si la sécheresse devient un phénomène, je dirais, récurrent. Il y a un vrai sujet par rapport à ça. Je voulais revenir sur un point qui a été évoqué très rapidement, c'est celui des captives. Alors, peut-être rapidement, Marie-Élise, les captives, le décret français a maintenant fêté ses 1 an. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les captives françaises? Est-ce que la captive est un moyen, qu'elle soit française ou étrangère d'ailleurs, est un moyen de faire face à ces risques? Oui, la captive a un moyen d'auto-assurance pour faire face à ces risques. D'ailleurs, il y a de plus en plus de captives qui rejoignent la Fédération française des captives. Aussi, je pense, pour le risque naturel. La captive, pour une entreprise, c'est le moyen de créer, d'internaliser une société d'assurance dans son groupe. Donc ça permet de garder les primes dans le groupe, donc forcément de faire des économies, de réduire les coûts, de bien connaître aussi ces risques, parce qu'avant de créer une captive, c'est compliqué de créer une captive, il faut déjà avoir en France l'accord de la CPR, et pour ça nécessite de bien connaître et de bien identifier les risques qu'on veut mettre dans la captive. Donc c'est vertueux dans le sens où avant j'imagine, parce que moi mon groupe n'a pas de captive puisqu'on est une société d'assurance, voilà, donc cet apprentissage de la connaissance des risques est très important. On doit connaître bien l'exposition de son entreprise par rapport à tous les périls, et ça c'est vertueux. Donc moi je crois beaucoup à l'utilisation des captives pour le risque climatique. Et Édouard, ça vous fait pas trop tousser les captives? Alors non, ça ne me fait pas tousser, puisque c'est quand même une très belle réussite de réussir à rapatrier en France des choses qui étaient au Luxembourg. Je me souviens, dans ma jeunesse à l'AMF, j'avais essayé de faire la même chose avec certaines obligations. Donc qui y a un équilibre fiscal et réglementaire de telle façon qu'on ait l'activité en France. Non, ça c'est remarquable, c'est une très belle réussite, et ça je ne vais pas le critiquer. Le sujet qu'on a, on vient juste de débattre il y a quelques minutes de la solidarité, de comment on renforce la solidarité, l'équité et la mutualisation dans le régime CatNat.
Et on sait qu'avec les prix augmentant, même si on part d'un point qui est très bas, évidemment, avec l'augmentation des prix, on a un risque de démutualisation ou de tentative de contournement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir comme tentative de contournement? Alors, on a chacun nos peurs, hein, c'est normal, mais il ne faut pas qu'il puisse y avoir une utilisation de la structure des sociétés, que ce soit par filiale, que ce soit en passant par l'étranger, que ce soit par les captives, mais il ne faut pas que ce soit un moyen, par exemple, au hasard, de mettre plein de risques en face de CCR et de se dire le reste, je ne le mets pas, par exemple. Donc ça, c'est un point de vigilance. Alors, je le dis parce que je le dis franchement, et c'est un sujet qui émerge à peine, donc ce n'est pas encore un point d'alerte, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de notre renouvellement, dans le cadre de notre traité que nous révisons souvent, y compris au plan juridique, parce qu'il y a toujours des améliorations à faire, parmi nos priorités, on a beaucoup de priorités. On a parlé de la prévention, de la gestion des sinistres. On promeut aussi le maintien des assureurs par le commissionnement, puisque pour la première fois cette année et l'an prochain, on conditionne le commissionnement à nos cédantes à travers une obligation, ou en tout cas un non-désengagement notable. Les sujets qui arrivent derrière, c'est la qualité de la donnée, parce que de temps en temps, ce qui nous remonte est quand même pas 100% de ce qu'on devrait avoir, et donc c'est difficile de mesurer le risque. C'est la qualité des primes, c'est la gestion des sinistres, enfin, toutes les choses habituelles, mais on a un sujet particulier en tant que réassureur public qui est de voir qui on a en face de nous, et il ne faut pas qu'il y ait des optimisations, je dirais, micro, qui viennent grignoter un peu le système et qui deviendraient au bout du bout plus graves que des grignotements plus macro que vous avez évoqués tout à l'heure. Donc ce n'est pas un point d'alerte, je dirais, à ce moment-là, c'est trop tôt, mais on va être attentif à partir de maintenant. Florence, peut-être une réaction, vous qui voyez les entreprises qui font leurs calculs en fait. On voit de plus en plus d'entreprises utiliser leur véhicule captif comme un ingrédient parmi d'autres. La captive, ce n'est pas une solution capacitaire sur le risque CatNat. En revanche, certaines entreprises vont choisir de l'utiliser pour faire du rachat de franchise, en bas par exemple, pour couvrir des risques spécifiques qui n'ont pas trouvé preneur sur le marché, ou pour aussi couvrir d'une certaine façon des risques qui ne trouvent pas preneur sur le marché assurantiel classique, l'APE sans dommage par exemple. Ça, c'est sur le volet plutôt quantitatif. Je pense aussi que la captive, elle a un mérite énorme, c'est l'alignement des intérêts. Et quand l'entreprise est engagée dans le pilotage, dans le management de ses risques, eh ben, ça aide aussi le marché plus traditionnel de l'assurance à continuer à l'accompagner. Un autre point, c'est que je pense qu'il faut voir ça aussi en dynamique. Et la captive, elle peut avoir plein d'autres rôles, c'est-à-dire nous aider à faire avancer les textes de garantie, les conditions de garantie vers, par exemple, des clauses vertes. C'est-à-dire, plutôt que de réparer ou de remplacer quelque chose qui était en zone inondable par la même chose dans la même zone inondable, travailler sur l'amélioration de la performance thermique ou la relocalisation de certains sites. C'est aussi un travail sur l'assurabilité des nouvelles technologies. Parce que pour financer cette transition verte, il faut investir sur des nouvelles technos qui ne trouvent malheureusement pas encore preneur sur le marché de l'assurance classique. Et donc quand la captive est capable de les héberger, ça aide à ces technologies à pouvoir se développer. Et puis un dernier point qui est malheureusement une conviction qu'on a chez DOCSI, qui est un scénario à prendre en compte, au-delà de la France, bien sûr, c'est est-ce qu'on ne va pas, d'ici quelques années, peut-être un peu plus d'une décennie, vers la scission des marchés PDBI d'un côté et Extreme CAT de l'autre, auquel cas, il faut urgemment que les clients qui y sont exposés se préparent avec une collecte de données précises, fiables, granulaires, pour pouvoir affronter ce défi majeur. Alors, vous avez déjà donné quelques conseils concrets, mais j'avais envie de vous demander à chacun de vous, quels sont dans ce contexte un peu difficile, pour le moins difficile, quels seraient les conseils que vous donnez aux risk managers qui nous écoutent très concrètement? Comment est-ce qu'ils peuvent agir? Bachir? Écoutez, chez nous, on est très mauvais en termes de prévention. C'est-à-dire, on a vraiment consacré beaucoup de temps ces dernières années à mettre en place ce type de dispositif. Ça n'a pas été simple, ça a pris du temps, parce que les impacts peuvent être très forts sur le secteur de l'assurance qui prend le risque, mais on n'a pas encore mis vraiment la pression, on n'a pas encore vraiment pris la partie prévention par le bon bout. Et donc, les personnes qui sont dans la salle, et je sais qu'il y a des risk managers qui viennent du Maroc parce qu'ils aiment beaucoup cet événement, qui est un événement magnifique, et on y vient pour nous ressourcer. Si j'ai quelque chose à leur dire, c'est qu'il y a un travail à faire en matière de prévention des risques. On a effectivement, par exemple, vous parlez de zones inondables. On a tous en tête une région industrielle à Tanger, qui est une ville très industrielle, dont un quartier industriel est bâti sur vraiment une zone inondable. Et c'est tous les ans la même chose. À chaque fois qu'il y a un épisode, on voit des entreprises
perdre de la marchandise, subir des dégâts. Et donc il y a tout un travail à faire. J'aime beaucoup le modèle français parce que vous avez intégré ce volet prévention dans le dispositif de couverture. Donc si j'ai quelque chose à dire aux entreprises et aux gestionnaires du risque, c'est il faut qu'on travaille ensemble sur cette partie prévention. Il y a énormément de choses à faire et je suis certain qu'en mettant en place un certain nombre de choses qui doivent être un minimum contraignantes et qui doivent être un minimum contraignantes de par la loi. C'est-à-dire, je suis assuré dans le cadre d'un dispositif obligatoire de couverture, mais si au moment du sinistre, je n'ai pas pris le minimum de précautions nécessaires édictées par la loi, il ne faut pas que ce soit trop complexe, il ne faut pas que ce soit trop contraignant, mais le minimum syndical, et je militerai vers dire que la prestation serait diminuée de X% au cas où je n'ai pas mis en place les éléments nécessaires de prévention. Marie-Élise, ton conseil? Je vais parler en tant qu'Amrae. Hein. Donc moi, mon conseil, c'est de leur dire d'adhérer à l'Amrae. On fait beaucoup de choses pour l'adaptation des entreprises. Donc on a mis au point récemment une formation en 6 modules, vraiment très pratico-pratiques, pour aider les entreprises et les collectivités à mettre en place leur stratégie d'adaptation. Et puis, ce dont je m'aperçois quand même, c'est que le territoire, en fait, la maille pour traiter le problème des risques naturels, c'est vraiment le territoire au sens large. C'est pas simplement la collectivité qui fait quelque chose de son côté, l'entreprise qui fait quelque chose de son côté. Le territoire doit travailler ensemble. C'est ce qu'on a fait avec l'Amrae en développant des régions, en essayant de mettre en face de plus en plus des collectivités et des entreprises. On voit qu'elles ont besoin de se parler dans le cadre des partenariats publics-privés, mais dans plein d'autres domaines, que ce soit avant les sinistres, pendant le sinistre, après le sinistre, on a besoin de se connaître, de se parler. Et ce qui manque aujourd'hui cruellement, c'est d'identifier quels sont les risk managers dans les collectivités. Déjà, parce que pour beaucoup de collectivités, il n'y en a pas. Donc c'est ça qu'on voudrait développer, c'est les former en fait des personnes pour qu'elles deviennent risk managers, qu'elles nous rejoignent. On est prêt à faire des efforts à l'Amrae pour les accueillir de façon peut-être plus simple au départ, pour les faire rejoindre des groupes de travail qu'on a, et de construire tous ensemble le collectivité et entreprise, la résilience au risque des territoires. Florence, 1 ou 2 conseils? Au-delà des points qu'on a déjà évoqués, on a parlé beaucoup de dommages, mais peut-être rappeler que la transition climatique, ce n'est pas que du dommage. Dans les travées de l'Amrae, il y a des débats passionnés sur les clauses de RC liées au wildfire, particulièrement d'actualité en ce moment, ou également toutes les conséquences de la transition climatique sur le risque sur les mandataires sociaux, par exemple. Donc il faut travailler un peu ces sujets-là. Donc du coup, travailler vraiment à 360 degrés avec toutes les implications sur toutes les garanties. Édouard, un conseil au risk manager? Déjà, comme on nous apprenait quand on était jeune en philosophie, c'est l'existence précède l'essence. C'est-à-dire déjà quand il y a des directeurs des risques qui sont déjà compétents et qui font déjà du risque industriel, donc dans les entreprises et déjà dans les grosses, il y a déjà une base et effectivement, il faut aller vers les 4 nat. De toute façon, on traite tous les nouveaux risques, qu'ils soient nouveaux comme le cyber depuis 15 ans, ou un risque croissant, existant, mais très fortement croissant comme les 4 nat. J'ai bon espoir que ça va marcher, puisqu'il y a une base, il y a des gens qui sont déjà en place, qui sont déjà compétents, il y en a dans cette salle, et donc c'est une extension de périmètre en quelque sorte. Et il commence effectivement, vous l'avez dit, à avoir des outils qui sont utilisables, dont la variation de la franchise qui est possible aujourd'hui en fonction des efforts de prévention. Quand on compare ça à ce qui se passe dans l'agriculture, pour les particuliers, j'en parle même pas, c'est évidemment beaucoup plus dur, puisqu'on n'a pas même pas la base, et donc aller toucher le marché des particuliers, par exemple, on se rend compte de la difficulté de distribution du produit prévention, même quand il y a des financements pour le faire à travers le fonds Barnier. Donc ça, c'est une remarque de portée générale. Peut-être également, je rebondis sur le sujet collectivité locale, puisque là, effectivement, il faut quelqu'un. Alors au niveau de la collectivité, au niveau de l'intercommunalité, mais il est vrai que de ce point de vue-là, une collectivité locale, c'est comme une entreprise, ça doit fonctionner comme une entreprise, et donc il faut quelqu'un. Il peut y avoir différentes solutions, mais il faut quelqu'un de compétent pour pouvoir juger le risque et discuter avec l'assureur. C'est très corrélé avec la problématique du Code des marchés publics, puisqu'on sait qu'il faut aller vers une simplification
difficilement du code lui-même, mais en tout cas de son interprétation, il y a des travaux en cours. Donc bref, pour connaître le risque. Mais honnêtement, sur les directeurs des risques déjà en place, etc., dans les entreprises, je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver à se faire naturellement. On a réussi à le faire pour tout ce qui est les risques industriels. On sait ce que c'est un sprinkler, on sait ce que c'est une porte coupe-feu. Demain, sur les inondations ou face à d'autres risques, surtout que là, il n'y a pas le fameux retrait-gonflement des argiles, ça devrait aller. Le seul point sur lequel j'attire l'attention, parce que c'est toujours en pratique là que ça bloque, ce sont les données. Il faut absolument qu'il y ait un échange de données et une formation, entre guillemets, avec des cartographies de telle façon que voilà, la donnée initiale qui permet de travailler soit là. Et aujourd'hui, il y a encore un peu de travail. Alors on arrive presque au terme de notre échange. S'il n'y a qu'une chose à retenir, Bachir, c'est quoi votre message fort de conclusion? Écoutez, de mon expérience, et je parle de ma lucarne, du pays d'où je viens, on doit travailler encore beaucoup d'efforts sur la culture assurantielle. Malheureusement, on est dans un pays où les gens, lorsqu'ils ont un sinistre, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils ne s'assurent pas nécessairement, contrairement aux pays européens où il y a une culture ancrée très forte de la couverture des risques. Juste une anecdote pour finir. La société que je dirige gère le pool CatNat au Maroc. L'un de mes collaborateurs, et pas des moindres, dans le top management, a une maison à Marrakech. Et le jour du tremblement de terre, il n'avait pas de multirisque habitation. Et il a subi des dégâts. Et donc c'est juste pour vous montrer à quel point il y a encore un travail à faire pour pousser les gens. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, soit pas suffisamment informés, ou tout simplement, on n'a pas encore dans notre ADN, je dirais, ce réflexe d'assurer ce qui est assurable et de payer une prime d'assurance. Édouard, le message à retenir? Alors le message à retenir en quelques mots, c'est ne tuons pas, ne touchons pas trop quelque chose qui marche très bien. Donc, troisième fois, je crois. Non, pour le dire en quelques mots, développer... on a quelque chose qui a été créé d'abord en réalité en 1946. C'était le préambule de la Constitution, la solidarité nationale. On a créé CCR à peu près au même temps qu'on a créé la Sécu et qu'on a commencé à créer le régime calamité agricole qui est parallèle. Et en fait, on a séparé ces trois régimes et c'est sur la base de cette solidarité fondamentale qu'on a créé quelque chose qui ensuite s'est développé dans des principes précis. Le régime CatNat de 82 et qui est fondé sur quoi? Solidarité, responsabilité, partenariat public-privé. Ça, il faut qu'on reste dans ces critères-là, il faut qu'on reste dans l'application de ces principes-là. Et je vois parfois des idées, soit qui vont vers trop de solidarité, pas assez de responsabilité, par exemple pas de financement, ou prendre en charge trop de sinistres, par exemple, on le voit sur le RGA. D'autres idées que j'ai vues circuler au hasard, l'idée de faire varier le taux de cession du quote-part, puisqu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, contre lequel, voilà, c'est une des idées dont je pense qu'elle peut être totalement attentatoire au régime lui-même. Donc voilà, il faut faire attention, le régime est perfectible, c'est vrai, sur beaucoup de points, mais quand on change quelque chose, vous savez, c'est comme dans le consulting, on parle souvent du SWOT, les forces, les faiblesses, etc. Avant de changer les faiblesses, avant de transformer, avant de bouger les choses parce que c'est perfectible, il faut être conscient de ses forces et surtout de vérifier que dans le changement, on ne touche pas aux forces. Florence, qu'est-ce que vous allez retenir de cette table ronde? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, j'aurais deux messages. Le premier, c'est autour de la démocratisation de la prévention 4. Aujourd'hui, il commence à exister des choses formidables pour accompagner les entreprises, les collectivités sur le 4, mais ça reste encore trop haute couture, trop spécifique, trop cher. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu pour qu'on progresse tous ensemble, et pour les assurabilités demain, c'est la démocratisation de cette prévention 4. Le second sujet, c'est que je pense que tous dans cette salle, on a ensemble en tant qu'écosystème une compréhension unique et très riche des risques et opportunités de cette transition climatique. Il est donc temps d'assumer notre ambition commune d'être un acteur majeur de l'adaptation. Marie-Élise, et ce sera le mot de la fin. Donc je dirais que la MARAE doit... Enfin, la MARAE va accueillir de plus en plus donc, de risk managers qui doivent aussi se former de plus en plus au risque 4, notamment en matière, en s'appropriant tout ce qui est de la durabilité aussi, tout ce qu'on entend parler autour de la CSRD, même si elle est assez controversée aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on est à un moment du monde où les risques naturels sont prégnants et comme le disait Bachir, nous devons acculturer. On a vu des entreprises, là on va vers les collectivités, mais demain, pourquoi pas les agriculteurs aussi. Je pense que la MARAE a peut-être quelque chose à faire avec les agriculteurs qui sont en grand désarroi aujourd'hui, qui
peut-être auraient besoin, il faut qu'on voit comment faire, mais de connaître aussi la gestion des risques, de profiter de la gestion des opportunités aussi. Voilà, donc je pense qu'on a un grand travail à faire à la MRAE qui continue, on est là pour aider tout l'écosystème à gérer le risque 4. C'est l'extension du domaine de la lutte, en fait. Merci beaucoup à tous les quatre.